Chouchoute Cycling Club est orienté plutôt sur le cyclisme féminin. Donc, on va aller un petit peu dans cette direction-là, même si on abordera la piste dans son ensemble. Tu veux, Fly? Allez, on est parti pour cette nouvelle émission. Comme d'habitude, avec mes deux compères Cactus et 53, et ce soir un invité. Donc, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci effectivement, Fly et Cactus, les deux acolytes habituels pour cet épisode numéro 78 du Chouchoute Cycling Club. Et merci à, ouais, je peux t'appeler Monsieur Guibold, Jean-François. C'est ton surnom? Oui, je voulais faire la visio avec j'ai une bouteille et marqué Clark Gable. Vous voyez, c'est un cuvée de vin qui est très bon, que j'ai fait faire et que voilà, c'est donc oui, Gable, c'est pas mal, donc Jeff Gable. Donc Jean-François Guiborel, évidemment, vous l'aurez reconnu, grand spécialiste de la piste, et notamment qui nous racontait en ouverture tout à l'heure, mon petit comité, qu'il était toujours aux alentours du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tu y fais toujours des baptêmes, c'est ça? Tu nous expliquais tout à l'heure, hein? Aux alentours, je suis dedans, je suis en plein Dedans, milieu. dedans, ouais. Oui, vaut mieux parce qu'avec le temps, l'hiver arrivant, vaut mieux être, en cuissard, maillot et ça, c'est bien. C'est l'hiver, on peut être dans quelque chose de couvert, c'est superbe. Oui, oui, malgré, mon départ en retraite, donc après des années de travail, beaucoup dans ma passion. J'ai fait beaucoup d'années, dans le vélo, donc je suis resté transmetteur de passion et je continue à travailler, une dizaine d'heures par semaine, pour surtout, former des gens qui vont pas devenir forcément de grands coureurs ni de mais les passionner par, ce qu'est un tour sur une piste, avec une inclinaison de virage à 44° et on a un protocole baptême qui est très sympa. Et il y a aussi du BMX, hein, c'est ça? Oui, alors malheureusement le BMX après les Jeux a subi un petit contre-coup, la piste avait été refaite pour les Jeux, mais malheureusement pas refaite, d'une façon, heu, pérenne et donc cette piste est pour le moment, heu, elle n'est pas ouverte à monsieur tout le monde parce qu'il y a des baptêmes aussi de BMX. Donc l'équipe de France continue parce que bon, il y a quelques trous, il y a quelques eux, ça va, ils sont très très autonomes sur un genre de piste comme ça ou cela, mais un débutant, vaut mieux être, que la sécurité soit bonne et donc le stade de BMX est fermé pour le moment pour monsieur tout OK, OK. Heu, PTT sur la colline d'Elancourt. Je vous conseille VTT. ouais et je vous conseille parce qu'ils ont gardé ils ont à l'image de pistes de ski, ils ont fait des circuits, selon, la difficulté. Alors il y a jaune, vert, bleu, noir bien sûr, et le circuit le plus difficile est bien sûr le circuit, qui a servi aux Jeux olympiques et à la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Voilà et on revient au féminin. Et on revient au cyclisme féminin, effectivement. Alors, bah, pour aller sur ce sujet-là, on a vécu jusqu'à la fin de semaine dernière les championnats du monde sur piste. Chili. On a vu toutes les épreuves, on a vu aussi les résultats des équipes de France. Alors, déjà, en quelques mots, la piste, est-ce qu'on peut dire que ça se divise en deux parties? Le sprint d'un côté, l'endurance de l'autre? Quelle est ta vision? De plus en plus, c'est sûr, maintenant la piste, vu le progrès, enfin le progrès, il y en a qui disent que c'est pas forcément un progrès au niveau du spectacle, mais le progrès dû à la force, c'est-à-dire que maintenant, les gens sont très véloces, mais ils ont ajouté de la force. C'est-à-dire que maintenant et tu t'appelles 53-12, mais eux 53-12,
C'est devenu presque, le 12, c'est quand même mais ils mettent non, ils mettent 60-70 des fois pour des départs, vitesse par équipe. Ils sont à 70-15, 70. C'est des braquets que l'on mettait même pas derrière moto. Moi, j'ai fini ma carrière derrière moto, j'avais 64, 65-14. Maintenant, il s'échauffe presque avec et c'est très impressionnant et les filles pareil. Alors le problème maintenant, c'est qu'on voit quand même des gens qui pourraient avoir une voire 2 dents de moins pour pouvoir résister à ce qu'on appelait le double démarrage avant. C'est-à-dire que le double démarrage permettait à un coureur à l'époque, Trentin, Morellon, même Florian Rousseau, c'est-à-dire quand le coureur était attaqué, il pouvait ce qu'on appelle en remettre, alors que maintenant ça part de très loin et c'est celui qui emmène le plus longtemps son braquet qui passe ou qui n'arrive pas à résister, qui se fait passer. Donc c'est une autre façon de courir. Ce sont, des haltérophiles. Chez les filles moins, mais chez les garçons, c'est vrai que je c'est impressionnant, la vitesse maintenant et qu'ils arrivent à garder une vitesse à très longtemps, maximum avec un braquet, énorme. Donc voilà, ça a changé. Chez les filles, un peu moins. Ils mettent maintenant des braquets beaucoup plus importants, ouais. Alors on a l'impression, dans ce que tu nous dis que ce sport a évolué sur la partie, sprint, en tout cas, hein, Oui, mais en et en endurance aussi, ouais. Mais braquet sur la partie sprint, c'est là où il y a probablement la plus grosse évolution parce que c'est là où on va rechercher le plus d'explosivité en longueur, je sais pas comment il faut appeler ça, de l'explosivité oui, sur la oui, longueur avec des très bons braquets. l'explosivité peut être, on pense qu'avec un braquet plus important maintenant, l'explosivité serait moindre, mais les entraîneurs, le matériel fait aussi que l'explosivité, elle existe encore, mais avec des braquets énormes. Donc ce qui fait que les fréquences de pédalage sont au même niveau qu'avant, sinon mieux, mais avec des braquets plus importants, donc ça va de plus en plus vite. D'ailleurs, on commence à se rendre compte qu'il y a certaines pistes où les coureurs sont obligés dans les virages, c'est limite. Ils sont pas loin de sortir. Ah oui, oui, ça va. OK, OK. Et est-ce qu'avec cette évolution, du sport, est-ce que parce que quand on voit les résultats de l'équipe de France, notamment sur la partie sprint, est-ce qu'on n'a pas loupé, un virage nous justement? Pourtant sur la piste, il y en a pas beaucoup, en tout cas c'est toujours les mêmes, Il y a des mais est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? pas les louper. Hem, c'est un peu cyclique, mais c'est vrai que le cycle dure longtemps. On a bon, en vitesse par équipe, ils font quatrième. C'est pas c'est puis maintenant, c'est au centième, enfin, c'est toujours été au centième, mais heu, la place sur le podium. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a, heu, les coureurs sont les vitesses en individuel, que ce soit, Elal, Vigier, Grengbo, ils sont bons, ils sont bons. Alors le problème, c'est que, je pense ils peuvent encore, disons, réduire, l'écart qu'il y a entre les Hollandais et les Anglais, Nouvelle-Zélande, même les Italiens commencent à être, mais va falloir il va falloir, faut pas qu'il y ait trop d'écart et le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a derrière. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir quand même quelques échos des championnats de France de l'avenir à l'Oudéac. Il y a des petites pépites mais ils ont 16 ans, 17 ans, même chez les seniors, au Chili, vous aviez Adrien Petit, enfin pas Adrien Petit, mais il y avait, des coureurs qui ont 18, 20, qui sont pas trop connus, mais qui commencent à bien marcher sur la route et ils viennent sur la piste. C'est toute une nouvelle génération. Justin aussi, c'est pareil, mais faut pas oublier non plus qu'aux Jeux olympiques, en 2025, les 4 coureurs qui ont fait 5e de la poursuite autres, n'étaient pas là. C'est une nouvelle équipe qui s'est formée, donc ils font 13e certes, ils ne sont pas passés le cap des séries, mais c'est en devenir.
c'est toujours difficile de dire c'est en devenir. Et moi, j'aime pas trop critiquer parce qu'on sait jamais. Mais c'est vrai qu'il y a un nivellement au niveau de l'équipe de France, et puis il y a pas de relève. J'ai peur il y a pas de relève, par exemple, chez les filles. On avait Marie-Divine qu'on ne voit plus trop en ce moment et Mathilde a loupé encore ses jeux, enfin, elle les a loupés, mais elle avait loupé ses jeux, là, on pensait qu'elle allait être Est-ce qu'on n'a pas trop misé sur Mathilde justement? oui, On voit qu'elle a un potentiel, intéressant bien entendu, hein, mais qu'elle a aussi des fragilités par ailleurs et que c'est compliqué pour elle, a priori de gérer ces événements. elle est seule, elle est seule, elle est Oui, un il y a peu ça aussi. il y a pas d'émulation, il court pas beaucoup et pas trop d'émulation. Donc l'émulation fait qu'on progresse et c'est vrai que vous avez les Hollandaises, vous voyez les Hollandaises, les Anglaises, en plus, elles le font dans la joie, il y a une émulation qui est on sent qu'ils sont heureux. Ils sont heureuses, mais ils sont et ça les fait progresser. Ouais, donc une des problématiques vient aussi de là. Ouais, nous, c'était une des questions qu'on s'était posées un peu entre nous, c'est est-ce que Mathilde, elle a, soit ce manque d'émulation, soit trop de pression? On voit bien elle a sauté certaines épreuves, au championnat du monde. On s'est demandé pourquoi, est-ce que justement, ça serait pas mieux d'enchaîner les épreuves et de se donner de la confiance aussi, de cette manière-là? Tout ça, il y a un peu de tout ça. Elle a changé radicalement après les Jeux, sa façon, je la trouvais beaucoup plus décontractée. Elle venait même dans les cré oui, moi j'adorais parce que je trouvais que l'équipe de France était un peu triste après les Jeux et ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'il y a les entraînements équipe de France sont toujours, ils ont leur créneau, mais je vois Sébastien Vigier, je vois, Ella, je vois Mathilde Gros venir dans les créneaux, ils font leur entraînement, hein, spécifique, sprint, mais ils s'assoient avec les abonnés, il y a un côté, beaucoup plus, entre guillemets, hein, «humain», parce ils sont très humains, ils sont très sympas, mais ils étaient un peu renfermés dans leur truc parce que quand ça marche, tu peux être renfermé, mais quand ça marche moins, moi je pense qu'il faut t'ouvrir et là, ils commencent à s'ouvrir, mais il était temps. Mais on Tu peut, parlais de Marie-Divine aussi, ouais, vas-y Hugo, vas-y. non, bah, oui, justement, on parle de ça, on peut penser qu'il y a une très grosse pression avec ces jeux à la maison et que ça a dû être, difficile à digérer aussi pour certains, pour certaines. Bah, digérer, oui, puis, à Enfin, une ép que ce soit la pression ou les résultats qui ont pas forcément été, à hauteur des espoirs, de tout le oui, monde. le problème, c'est il faut avoir, tout de suite la possibilité de se racheter courant. J'ai je trouve qu'il court beaucoup moins qu'avant. Heu, Mmh. J'étais à l'époque Morellon, Trentin, Quintin, même Brousseau, Gannet, Tournant. Moi, je trouve qu'ils allaient faire des grands prix, ils couraient beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un calendrier qui est moindre maintenant? J'en suis pas sûr, mais est-ce qu'ils restent pas trop en est-ce qu'ils s'entraînent pas, je ne dis pas trop, mais il f la compétition, c'est important. Pour moi, c'est important parce que d'abord, tu te jauges par rapport aux autres, tu te jauges aussi, par rapport à toi. Tu sais où tu en es, et là, ils s'entraînent beaucoup, 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 beaucoup avec ils ont des échéances, hein, de tests, mais la compétition, c'est important pour moi. Moi, je vais faire mon vieux con, mais on voit quand même moins d'épreuves. Il y en a des épreuves, hein, mais c'est mondialisé maintenant, bien entendu. Mais on voit quand même beaucoup moins d'épreuves, en France. Tous les 6 jours ont disparu. Oui, Toutes ces épreuves qui permettaient aussi de faire des compétitions à proximité, d'être aussi en contact avec le public, d'échanger avec le public. Déjà, il y a beaucoup moins de public et puis il y a quasiment plus d'épreuves en France, en tout cas. Mmh, plus de c'est Grand ça. Prix. C'est-à-dire que les 6 jours, c'était quand même l'hiver, les sprinteurs faisaient pas les 6 jours, hein. C'était à part qu'il y avait, non, il y a pas encore les sprinteurs sur la route, mais sur la piste. Mais il y avait des grands prix. Il y avait le Grand Prix d'Aarhus, il y avait le Grand Prix d'aller à Stockholm, il y avait à Lyon, il y avait Grand Prix de Paris à la Cipale. Il y avait il y avait toujours tu étais toujours un petit peu, en tension. Je dis pas qu'il faut être toujours en tension, mais c'était important d'avoir des échéances. Moi, je le dis toujours. S'entraîner, c'est super, mais arrivé à un moment, tu en as un peu ras-le-bol, quoi. Surtout les entraînements qu'ils font, hein, c'est musculation, c'est beaucoup plus pointu
qu'à notre époque. Ça, c'est vrai. Qu'à l'époque, enfin, je dis notre, mais à l'époque, Morellon-Trentin, c'était beaucoup de compétitions, d'entraînement certes, mais c'était c'était moins pointu. Voilà. OK, OK. Hugo, Mais oui, une autre j'allais dire, il n'y a pas de coupe de France de piste comme on a, bah, là, on a le cyclo-cross qui a commencé, on a sur la route, on a même, il me semble qu'en VTT, il y a des choses comme ça. Il y a pas une épreuve qui pourrait être un fil rouge sur la saison, quelque chose comme ça? Ça existait avant. Alors il y a le coupe de France de l'américaine, pareil, on formait des coureurs parce que là, j'ai vu pas trop chez les garçons, chez les filles, un petit peu plus, mais j'ai vu, des gens qui faisaient des une américaine des championnats du monde. On sentait qu'ils étaient pas habitués à la faire, ils étaient pas habitués dans les relais. Par exemple, un petit exemple, une équipière, vous voyez, alors qu'elle sait que son équipière à elle est en queue de peloton, elle va descendre en tête de peloton. Donc elle gère le relais des équipes qui sont devant son équipière. Alors tu dois regarder toujours où est ton équipier. Tu ne dois pas descendre devant s'il est derrière et tu dois descendre devant s'il est devant, bien sûr. Mais c'est hyper important et c'est pour ça qu'il y a des chutes. En plus des passages à gauche, c'est-à-dire sous la corde, enfin au niveau de la corde, alors que le relais se fait entre la ligne noire et la ligne rouge, un petit peu au-dessus de la ligne rouge, mais tu ne dois pas passer entre. Alors, surtout pas passer entre, mais tu ne dois pas passer sur la gauche. Tu dois toujours passer, attendre que le relais se fasse et passer à droite. C'est c'est des choses que c'est pas un règlement, c'est, un agreement, et c'est pour ça qu'il y a eu des avertissements. Je pense que la Hollande aussi, si elle tombe chez les filles, parce qu'elle est pas assez lancée. La fille est pas assez lancée, donc en plus les relais à la volée maintenant font que vous avez beaucoup moins besoin de vous lancer. Avant je vais vous expliquer, nous on faisait des relais au boudin. Alors le boudin, c'était un proéminence qui était au cuissard, sur le côté gauche. Vous mettiez, c'était, pas trop dur ni trop molle, mais c'était un genre de petit boudin que vous mettiez dans la poche et le coureur arrivant se bloquait dessus et vous poussait dans la roue du coureur qui était devant. Donc le problème, c'est que ça demandait au coureur qui attendait d'être beaucoup plus lancé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il tourne beaucoup plus vite. Maintenant, le relais à la volée fait que la coureur attend. D'ailleurs, c'était pour ça, moi j'étais un petit peu à Montréal, c'est De Bocher, Carstens qui l'ont un peu mis en pratique parce que, on avait marre de se lancer. C'était fatigué, c'est vrai que c'est jours, c'est fatigant et ils en avaient marre, ils disaient: «Tiens, on va faire des relais à la volée, ça nous permet de moins nous lancer, d'attendre un peu plus, de prendre la main et de tirer soi-même». Donc c'était beaucoup plus délié et le relais se faisait en plus long. Donc On répartit un peu le boulot du passage de relais voilà. entre les 2, alors qu'avant, c'était déjà celui qui avait fini son relais qui devait en plus pousser celui qui était entre guillemets «frais». En pédalant, enfin en accompagnant un peu sa poussée. Mais tu t'es déjà beaucoup plus lancé que maintenant. Les coureurs sont presque arrêtés, des fois sont arrêtés. Je vois des fois même la roue avant, elle est pas loin de de d'être à la roue arrière de l'équipier et c'est vrai que si tu tires pas à ce moment-là, tu peux te mettre en travers et il y a aussi la personne qui tire sa roue avant et je trouve que maintenant les vélos, il y a aussi ça peut-être. Les vélos sont hyper rigides, légers. Est-ce qu'ils sont tant maniables qu'avant? Nous, on avait des aciers, Reynolds ou Columbus, mais qui étaient beaucoup plus malléables. Maintenant, puis ils ont des guidons étroits. C'est il y a beaucoup de choses il faut changer la façon de relayer, ça c'est vrai, mais les chutes sont beaucoup plus ouais, il y en a pas beaucoup, hein, mais quand ils ouais, et on voit d'ailleurs les vélos rebondissent beaucoup plus qu'avant. Avant, le vélo glissait, maintenant c'est poum, 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 le vélo il rebondit, je sais pas si vous avez l'image, le vélo rebondit quand il tombe. Il rebondit beaucoup. Bon alors dans tout ça, est-ce que, au final c'est trop compliqué maintenant de faire de la piste? On a Non, l'impression qu'il y a moins de personnes qui en font qu'avant? non, non, nouvelle école pour beaucoup de jeunes et après c'est sûr que, enfin pas malheureusement, mais les directeurs sportifs jugent beaucoup plus un coureur, il sait qu'il a fait de la piste, il entretient dans le pignon fixe, c'est important pour former et puis pour se faire une caisse.
Mais après, c'est sûr que les équipes sont beaucoup plus, axées sur la route, que sur la piste parce que la route, c'est les classiques, c'est le Tour de France, le sponsor a besoin de briller sur la route, alors que sur la piste, il y a c'est l'éternel problème, il y a pas de course, il y a pas de public, les sponsors vont plus vers la route que sur la piste. Enfin, c'est ça le problème, c'est le problème. Et je pense que l'avenir, moi je le vois pas très enfin, moi j'avais un entraîneur qui s'appelait, Michel Scob, qui était, et Moriou, Roland-Quéron, à la Cipal, ça s'appelait les Jeudis populaires. On venait avec notre vélo de route. Moi j'ai commencé à 9 ans là-bas. Après, commencer à pouvoir rouler sur un vélo de piste, on roulait avec un vélo de piste, mais il m'avait dit, vers la fin, avant qu'il décède le pauvre, il m'avait dit: «Jean-François, tu verras heu, le vélo, ça se terminera c'est un peu comme en Formule 1. Il y aura des grands prix avec, bon, il y aura plus de coureurs que de coureurs automobiles parce que les coureurs automobiles sont un peu moins nombreux, des pelotons de 25, mais on déplacera et on fera des grands prix, route, même sur la route, parce qu'il sera de plus en plus difficile d'organiser, par le Tour de France qui a un potentiel de signaleurs, enfin bon, c'est autre chose. Mais vous voyez, pourquoi les courses, sur la route ne se font plus? Parce que, mais les gosses sont écœurés, enfin écœurés par ce qu'il faut avoir comme, autorisation. Préfet et puis les préfets sont embêt ils préfèrent faire moi je vois dans les critériums, par exemple à Critérium avant qui était à Boulogne-Billancourt, c'est la CBB. Il y avait des grands clubs aussi à Paris. Les grands SPTT Paris avait un Critérium, Puteaux avait un Critérium, Anthony Bernier avait son Critérium. Heu, on pouvait fermer un soir, le centre-ville de Boulogne, par exemple, de Boulogne-Billancourt, le centre-ville de Puteaux. Maintenant, c'est impossible. C'est impossible d'embêter les gens, pour qu'ils rentrent. Les gens rentrent chez eux, ils veulent plus être embêtés. Il y a et surtout pour une course de vélo. C Alors ils préfèrent faire une brocante, ils préfèrent faire un dimanche, ouais, un grand marché, heu, de vente, ouais, de brocante. C'est beaucoup moins difficile à organiser et puis les gens viennent, autant que s'il y avait une course de vélo. Encore en encore en Bretagne. Moi, j'ai vu encore des courses en Bretagne. Mais moi, à mon époque, on faisait payer un circuit de Bretagne, par exemple, on courait en cadet. Après, il y avait les grands, heu, pas des pros, hein, les grands, des premières rt, toutes kt, mais en cadet, les gens venaient et donnaient 5 francs. Alors, on leur disait que c'était pour la prime du spectateur, mais les gens, ils entraient sur un circuit, il y avait 2 entrées, ils payaient pour voir des cadets, ce qui est impossible maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Après, on n'a pas la problématique des signaleurs sur la piste. On est dans un Non, dans mais un endroit. oui, un endroit, mais moi, par exemple, je vois à Saint-Quentin, il y a un problème aussi de sécurité. On est dans une zone à risque, plan Vigipirate. Donc, sécurité, alors est-ce que c'est une décision? Moi, je suis pas dans la politique, je sais pas combien, mais ça coûte énormément cher, énormément. Par exemple, pour le Grand Prix de Vélizy, heu ils ont réduit, mais la somme consacrée à la sécurité et c'est fou, quoi. Et donc il faut, je vois à Gand, c'est souvent des bénévoles qui viennent quand même faire, un peu la sécurité, bon, il y a l'armée qui est là, qui circule, et dehors, plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais à l'intérieur, ce sont des des dirigeants de clubs, femmes, hommes, qui placent les gens. Il y a une sympathie, il y a alors est-ce qu'en France, ça peut se faire? Je crois qu'en Bretagne, c'est un peu ça aussi à l'EDH. Mais, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de sécurité, disons, qui coûte très cher. Les C'est la taille du bâtiment. Si la taille du bâtiment heu, on a 5 001 places. C'est pour ça qu'on reçoit les jeux olympiques et les championnats du monde, et c'est vrai qu'à Roubaix, l'Oudéac et tout, ils ont pas cette, contrainte de grandeur de structure. Oui, ça se gère comme une salle de concert un peu, on va dire. Ah,
Et puis c'est vrai que quand tu es en Yvelines, à côté de Trappes et là, c'est une zone, voilà, zone VJP. Mais Oui, Hugo, tu avais d'autres questions sur le sujet piste? Bah, là, ça rejoint en rejoignant un peu ce qu'on disait qu'il y a de la piste, ça attire moins et cetera. Il y a je sais pas, je connais pas du tout, mais il y a pas beaucoup de vélodromes qui sont forcément très accessibles, enfin, en termes géographiques, en termes de répartition des vélodromes en France. si, Il y vélo a je sais pas du tout comment ça se répartit, mais et moi, je me suis pas forcément intéressé au sujet, mais je sais pas du tout s'il y a un vélodrome à proximité de chez moi, par exemple. alors il y a beaucoup de villes avaient des vélodromes, mais découverts. C'était des Mmh, vélodromes qui ont, certains, sont encore, Saint-Denis-de-l'Hôtel, par exemple, marche encore, mais moi, je sais que j'ai inauguré Montargis, je sais même plus si elle existe. Leblanc, où j'étais champion de France, il y a un terrain de foot au milieu. Alors ça va, ils l'arrosent le terrain de foot mais la piste autour, elle est pas du tout entretenue. Il y a plus rien dessus. Il y a peut-être une école de cyclisme qui vient faire quelques jeux de quilles, enfin, bon, mais c'est pas du tout, il y a plus du tout de programme piste. mmh, Donc c'est un inodé. Commercy, je sais même pas si Le Havre, c'est fini. Caen, c'est fini, alors qu'avant, chaque ville avait un mmh, vélodrome. Et même Marseille, hein, le stade Vélodrome, mmh, c'était une piste. Les Olives, moi, j'ai couru. Bordeaux, j'ai couru à Bordeaux, j'ai fait il y a eu des championnats de France, hein, c'était Bordeaux. Maintenant, c'est un stade de foot. J'ai connu Bordeaux avec des praticables sur la piste. J'ai dit: «Ouh là 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 là, ça sent pas bon». Et 2 ans après, la piste était détruite. Le foot. Dijon, très belle piste. Dijon est en train de, le foot est en train de prendre les vestiaires, de prendre enfin d'agrandir parce que les gens viennent, ils ont besoin de gradins, ils ont besoin de non, non, c'est embêtant que ça soit un autre sport qui empêche un sport mmh. mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais, ouais, on a voulu partager, les choses au début et on s'est fait bouffer. Ouais, oui, sûrement et puis avant, c'était un sport, le dimanche, on allait au vélodrome. Je vois à Paris, il y avait, donc bien sûr le Veldiv, mais même là, c'est pas si vieux que ça, il y avait encore la CIP municipale qui est heureusement qui est classée puisque les tribunes sont de Gustave Eiffel, donc et c'est vraiment une architecture donc c'est Paris 3, Paris-Auxerre. Il y avait vraiment un programme. C'est-à-dire que même quand on faisait nos études, on était un peu, pris par le vélo parce on pouvait courir presque tous les 2 ou 3 jours, hein, piste et route et on était des petits pros, hein, mais sans gagner, beaucoup d'argent. Mais par contre, il y avait des prix quand même. Maintenant, il y a plus de prix. Vous faites des courses, épreuves sans prix, alors que le vélo coûte de plus Ouais, le ouais, vélo non, coûte c'est cher. quelque chose d'assez choquant, hein, quand on a connu, avant. Ah oui, c'est impressionnant, tout a été dans le sens contraire de ce que ça aurait dû être. Ouais, Moi, je peux j'ai jamais couru à un très haut niveau, hein, mais avec les primes que je me faisais, je me rachetais mon vélo l'année d'après quasiment, hein. Donc voilà, on arrivait à sortir, quelques milliers de francs, sans trop de difficultés, même en cadet. puis Donc les parents, par exemple, les parents qui viennent, dans un club, ils sont contents au début, école de cyclisme, ça se passe à côté de ça, mais après on leur dit: «Bah, pour aller courir, il faut aller faire 100 bornes, voiture, essence, retour dans la région parisienne», je ne dis pas le soir, le dimanche soir, enfin l'école le lendemain matin. Non, il y a un gros problème de structure, de société en lui-même, le monde va aller beaucoup plus, vers le foot, l'athlétisme, la natation. Bien que les écoles de cyclisme, je trouve qu'il y en a ça marche bien. Là, il y a encore un cyclo-cross à Clamart. Il y a encore des clubs qui résistent. C'est malheureux de dire ça d'ailleurs, qui résistent. Mais on sent que
on va vers un petit peu quand même une pente un peu descendante, quoi. Ouais. Tu parlais de la cipale, donc ça existe toujours, mais c'est toujours actif? On peut toujours rouler à la cipale? Et en payant une carte, mais il y a toujours alors le problème, c'est qu'un peu comme à Saint-Quentin, ce qui survit encore, c'est les masters. Les masters font qu'après, après bon, le master, tu es master à 35 ans, je crois, mais donc c'est pas des mais il y en a à 60. Moi, j'ai un créneau le vendredi midi où le plus vieux l'année dernière avait 91 ans, bon coureur, hein, et il y en a qui ont 80, 75, 80, 85, je suis presque dedans, mais et 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là et à la Cipale, le samedi matin, il y a des petites courses. Mais heu, ça c'est pas normal que ce soit que des anciens qui continuent à faire vivre un vélodrome. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu angoissant parce que les anciens vont partir, c'est, le cycle de la vie. Derriè c'est un peu comme une équipe de France, il faut qu'il y ait un réservoir et réservoir, faut le faire, mais faut s'en occuper, faut, je trouve que les clubs, c'est vrai que, c'est impressionnant, c'est à Paris, il y a plus de à la SPTT Paris, plutôt à Aubervilliers, encore Aubervilliers, mais Aubervilliers Pro. Créteil, c'est plus le Créteil d'avant, non, non, il y a Corbeil, non, non, avant, il y avait je faisais le départ d'une classique comme Parisis, Paris-Évreux, ou même le Grand Prix de la Boucherie à Montlhéry, par exemple, ils étaient 600 au départ. 600 coureurs, mais de très ou dont 300 ou 400 pouvaient gagner, quoi. C'était un non, mais c'était un peu con, hein, mais c'était ça, hein, c'était ça. Ouais, 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 et c'est une autre époque aussi. Fly, on te voit pas, mais on peut t'entendre. Tu avais une question, certainement? Ouais, bah du coup, en fait, là, on dit que bah, ça va un peu mal, mais quelles seraient les solutions, en fait, pour améliorer tout ça et revenir à redorer un petit peu la piste? Qu'on donne un peu, qu'on donne aussi pas le pouvoir, mais qu'on donne un peu plus de c'est toujours difficile de dire les licences sont chères, hem, les organisations coûtent cher et c'est vrai, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça quand même. Heu, amener les clubs à pouvoir, réorganiser des choses qui ont existé, donc ça doit pouvoir se faire. Hem, mais j'ai pas trop la solution si ce n'est que je suis dans une structure qui permet d'accueillir, qui est fermée, heu, même si ça coûte cher d'organiser, mais c'est un stade. C'est un stade et c'est convivial, c'est un échange, c'est une transmission. Donc les gens sont heureux parce qu'ils se sentent en sécurité, même si lorsqu'ils arrivent, ils voient le virage, ils disent: «Ouh là 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 là, ça va être dur de» mais non, non, c'est, la route la et puis c'est vrai que la route est très dangereuse maintenant. Vous avez pas une semaine sans avoir un enfant, ou un adulte, qui se fait shooter par une voiture, par un camion, donc c'est itinérant. Alors autant les courses, c'est bien organisé, les courses bien organisées, ça va, puisque il y a du spectacle, les gens, il y a pas trop de enfin, à part les chutes, liées à la pratique, mais il y a pas vraiment de collision et tout, mais l'entraînement, moi, je verrais mon enfant partir le soir. Moi, ça m'est arrivé d'aller rouler à la on n'avait pas de loupiote sur les vélos, mais on avait une brassière, je rentrais la nuit, hein, heu, c'est difficilement envisageable. De les pistes cyclables, quoi qu'on dise, heu, sont pas entretenues. Donc là, moi, de mon côté, je suis sur Villebon-sur-Yvette, je suis pas loin de la vallée de Chevreuse. Je sors de la piste cyclable parce qu'il y a tellement de racines que c'est Paris-Roubaix, quoi. Et vu mon âge maintenant avec mon arthrose, j'ai du mal à tenir un guidon. Mais c'est vrai que c'est plus du c'est on n'est pas une nation, quand vous allez en Belgique, en Hollande, dans les pays, scandinaves, une culture vélo et ça se voit dans les championnats.
ça se voit que les Danois sont présents, les Hollandais sont présents, ça part de très loin, ça part du bas, hein, ça part de tout petit, tout petit. Alors tout petit chez nous, on les a. L'école de cyclisme, ça marche. Il y a ce qu'il faut. Mais il y a une coupure à un moment et quand? Je sais pas. Enfin, quand ils sont attirés par autre chose, un autre sport, Et qui puis il y a qui peut-être qui qui fait plus rêver, qui et au niveau des je sais pas, est-ce qu'il y a assez de gens qui transmettent? C'est bien beau d'avoir fait, moi j'y suis, hein, je suis master, mais je cours pas spécialement, mais j'en ai fait une cette année, mais c'est vrai que la personne d'un passé 40, 50 ans pense presque plus que lui la transmettre et c'est un petit peu, les clubs manquent un peu de transmettre et c'est vrai que c'est la licence. Avant c'était différent, mais bon, maintenant master, il y a les championnats, il y a tout ça, les gars. Heu, mais les Australiens sont masters aussi, ils marchent, les Anglais sont masters, donc ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'on manque de gens qui ont envie de transmettre quelque chose et les bénévoles, ça c'est pareil. Les bénévoles, on a de moins en moins de gens qui veulent, tenir un c'est pas évident, j'avoue que c'est pas évident. Mais des bénévoles qui tiennent un carrefour pendant et qui se font insulter parce qu'ils ont une chasuble, mais non, tu empêches quelqu'un de passer alors qu'il veut passer. Il en a rien à faire, hein. Il en a rien à faire de qu'il y ait une course cycliste, hein. Et encore, Pogačar et tout, ils connaissent, mais qui c'est qui Boral qui court, rien à foutre, quoi. oui. Sur la transmission, Fly, tu avais une question aussi, je crois? Attendez. Alors, je sais plus de laquelle tu parles. C'était les conseils. Ah oui, pour bah, justement quelqu'un qui voudrait commencer la piste, quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner? Venir faire un baptême. Non, non. Non, mais c'est vrai que, c'est relativement facile et après on voit tout de suite, la personne intéressée, et après il y a quand même des structures. Il y a des clubs, moi je vois vers Saint-Quentin-les-Vignes, il y a Clamart, il y a Saint-Quentin, il y a peut-être pas 50 000, mais il y a de quoi faire pour, et vous pouvez même continuer la piste sans être licencié en montant en montant en prenant disons un peu plus de sérénité sur la piste et vous passez de baptême à débutant. Débutant, là, on vous apprend à faire des relais, on vous apprend à tenir un train, on vous apprend à être habile et après vous passez intermédiaire confirmé et vous n'avez pas besoin de licence. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, viennent et ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent revenir. Alors c'est souvent one shot, c'est-à-dire qu'ils font un baptême et après ils sont contents mais c'est là qu'il faudrait qu'éventuellement, il y ait plus de lien entre le club et les débuts, d'un môme. Nous, on les oriente, mais on ne peut pas non plus, faire le travail d'une fédération ou d'un club qui devrait venir peut-être un peu plus, voir un peu ce qui se passe sur la piste ou même sur certaines courses sur route. Mais donc non, donc le conseil, c'est de venir déjà, apprendre à faire du vélo. Et là, on apprend bien. En plus, on prête le vélo, chaussures, casques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont et moi, j'en ai vu en 13 ans que le vélodrome existe. J'ai vu des gars arriver et maintenant ils font des championnats, heu et beaucoup sont parce qu'ils sont venus très tard au vélo et ils font des championnats master maintenant. Ils étaient encore à Londres, dernièrement, pas à Londres, à Roubaix et ils vont à Londres l'année prochaine, et donc c'est un signe quand même que c'est intéressant. Ça captive quelqu'un, donc un môme peut être captivé. Là, j'ai vu encore samedi, j'ai vu 2 petits qui étaient trop petits pour faire du vélo, mais je les ai invités à venir sur l'aire centrale et je leur ai expliqué un peu des petits trucs, ils savaient pas que c'était des pignons fixes, ils savaient pas que c'est une question aussi de s'intéresser à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui osent pas et donc faut aller vers eux. Je pense que c'est ça.
Mais un môme, on les accueille, hein, il y a pas de problème. Même des clubs, beaucoup de clubs, ils accueillent. Mais il faut avoir la démarche, c'est souvent les parents et les parents sont pas forcément cyclistes. Donc il y a un travail à faire. Ouais. On croise les doigts pour Clémentine Tessier qui pourra aller faire les championnats du monde master probablement un jour, à force de persévérer. Et les filles, par contre, il y a beaucoup de femmes qui viennent faire un baptême. C'est très, très alors après qu'elles fassent de la compétition, je suis pas sûr, mais elles sont intriguées, intéressées et c'est très surprenant. C'est très surprenant parce qu'elles sont, c'est vraiment des néophytes. Il y a les garçons plus, il y en a qui font pas de vélo chez les filles, hein, pas de vélo et qui arrivent et elles ont une faculté à s'adapter, surtout au pédalage, parce que moi, pour moi, sur la piste, il faut avoir la cheville très, très libre. Faut pas avoir la cheville bloquée. Et la fille, enfin la femme, a un pédalage qui est très, très bon pour la piste, enfin, qui est très, très approprié. Donc, on revient encore. La piste, la femme est l'avenir de la piste, peut-être. Et tu parlais donc de ces baptêmes qui sont possibles et de tout ce qu'il peut y avoir derrière à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres vélodromes en France qui Oui. proposent des choses un peu similaires? Ah oui, 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 Roubaix a été le premier d'ailleurs. Roubaix, c'était à l'époque avec Sébastien Notin. Non, ils font du bon boulot. Il y a l'Oudéac. L'Oudéac, c'est une personne, c'est Stéphane Isoré, qui était en Île-de-France avant, qui est parti en Bretagne et qui s'occupe maintenant du vélodrome. Vous leur direz, j'aurais fait de la pub, hein. À Et on va Bourges, en parler après. il y a aussi Bordeaux, c'est Pandélé, qui était un coureur de l'équipe de France de poursuite olympique, qui a un peu plus de problèmes pour faire vivre le vélodrome. On entend beaucoup moins parler de ce vélodrome. Non, non, mais Roubaix, Bourges, Saint-Quentin et Limoges. Limoges qui a un vélodrome ciment, mais qui est recouvert avec une bulle. Et c'est Bruno Gaillan et son épouse Fanny qui s'occupent de là-bas et qui font du bon boulot et qui ont d'ailleurs un fils qui est junior, qui a fait les championnats de France, qui est un meilleur junior français, qui a commencé sur la piste là-bas. Mais il marche sur la route aussi. Et qui était aux Europes aussi, je crois. Je crois Oui, que je oui, l'ai oui. croisé. Mais c'est vrai que quand tu es un très bon pistard endurant, tu viens de la tu viens du VTT, tu viens de la route et c'est un complément dans ton éducation, enfin dans ton passeport, passeport de coureur et c'est très important. Moi, pour moi, quelqu'un qui a quelque chose, qui est bon sur la piste, moi j'avais un entraîneur aussi qui me disait: «Quand tu vas vite sur 200 mètres, tu vas vite, tu vas vite». C'est une question d'entraînement, mais si tu vas très vite sur 200, ça veut dire que tu as des fibres, tu as quelque chose qui fait que, en le travaillant, d'une façon différente, en travaillant des muscles différemment, et puis une volonté. Parce que c'est vrai qu'après c'est autre chose. Autre chose de faire 200 bornes sous la pluie, et alors faire une américaine de même d'1 heure, dans un stade couvert. Et j'encourage également, je rebondis sur ce que tu disais, et j'encourage également à aller voir le vélodrome de Limoges, le vélodrome Raymond Poulidor, hein, qui est un peu au nord de Limoges. Il y a eu des petits soucis de gestion de l'humidité dans la bulle au tout début, mais c'est résolu, donc voilà. Et ils font du bon boulot là-bas parce que, Limoges, c'est quand même un endroit, très routier. Enfin, c'est des mecs qui c'est la route, la route, la route et je trouve il se passe quelque chose. Donc c'est aussi une question de vouloir, de volonté et puis que les personnes qui s'occupent de soient crédibles, ce qui est le cas. Donc il faut, ouais, il faut y croire. Il faut y croire, mais c'est vrai que, on montre en ce moment qu'on est un peu, pas à la rue, mais on est un peu en retard là. Mmh. C'est un vélodrome couvert aussi, je pense que ça rassure Ah sur oui, les conditions d'utilisation, sur plein de choses, quoi. C'est vrai que c'est important de pouvoir apporter ça. Alors c'est vrai que c'est des structures qui coûtent plus cher à réaliser. Après, ils ont peut-être trouvé une solution intéressante avec cette histoire de bulle.
Oui, puis, Ils sont plus légers à créer en tout cas, après entretenir, ils verront bien. non, mais là, ça a l'air il y a un bel écho. Moi, j'ai quelques contacts avec, Bruno et Fanny. Heu, Ils font du bon boulot et puis les gens viennent, ils ont une petite, ouais, ils ont une structure, qui marche bien, quoi. Mmh. Je Moi, je vous ai perdu. non, moi, ça va. Ouais. Hugo, tu avais une autre question? Non, pas particulièrement. Bah, il y a un point qui peut peut-être freiner aussi, mais là je pense plus au niveau des spectateurs que des pratiquants. Peut-être aussi le fait que pardon. Sur la route, c'est simple, faut être le premier à passer la ligne, que sur la piste, il y a plein d'épreuves différentes. C'est pas forcément facile à comprendre, pour chaque épreuve. Est-ce que ça peut être un point, enfin, qui peut, un point noir, enfin, peut-être pas un noir, mais un inconvénient, on va dire, pour la piste, en termes médiatiques par rapport aux autres sports? Je suis d'accord avec toi parce que, moi, j'ai eu l'occasion d'être consultant pour, l'équipe et puis, à l'époque, c'était Sport Plus, et Canal. Mais, même moi, j'avoue que dans une américaine, surtout si c'est filmé d'une façon, si la personne qui est à la ré dans la régie n'est pas habituée à suivre, la tête de course parce qu'il y a eu donc il y a eu des dédoublements et tout. Pour le Moi, je me focalisais, j'essayais toujours de comprendre au niveau des tours, au niveau des prises de tours, au niveau des dédoublements. Pour un spectateur lambda, c'est vrai que c'est pas évident. Je suis d'accord. Heu, Alors que ça, si tu connais bien la pratique et tout, c'est très spectaculaire. Mmh. Mais il y a un moment, le truc des 20 points quand tu prends un tour, savoir si tu es dans le même tour que le coureur qui vient de gagner le classement point doublé. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut oui, il faut être un peu connaisseur. Tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors que la vitesse pas bon, le Keirin, c'est simple. Bon, moto devant, tu es obligé de rester dans le sillage. Après, à 3 tours, tu as 3 tours à faire. 1er qui passe la ligne a gagné. Le scratch, c'est la course la plus Mmh. facile à courir. Ils partent tous ensemble, c'est le premier qui passe la ligne, c'est un peu la route comme tu dis. Mais l'élimination, c'est aussi spectaculaire, c'est très parce Mmh. que le dernier qui passe la ligne est éliminé. Moi, je vois dans les 6 jours, c'est ce qui était le plus spectaculaire. Le public adore parce qu'ils font des paris: «Ah, c'est lui, ah non, c'est pas lui qui est éliminé». Enfin, toi, il y a un côté vivant, pour le public. Mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours très contre. Il y a des speakers qui expliquent très bien, Mmh. mais tout le monde écoute, faut que tout le monde entend. Puis des fois, il y a un brouhaha parce qu'il y a de l'ambiance, tu es un peu perdu. Mais il y a même des commissaires de perdus, hein. Ceux qui sont Mmh. au compte-tour, ils ont beaucoup de mal. Il y a même au championnat du monde cette année, il y a eu des petits problèmes. Moi, je me suis aperçu, mais oui, il y a eu des problèmes de pas compter les points quand il fallait, et maintenant, les coureurs, ils ont quand un écran géant à chaque fois quand ils passent sur la ligne d'arrivée, enfin, dans la ligne droite d'arrivée, ils ont les grands écrans devant où ils voient où ils en sont. Alors, que ce soit en américaine, où ils sont à tel point, tel tour, combien de points ils ont. Ils connaissent leurs adversaires à marquer. Mais moi, j'avais un équipier, par exemple, qui s'appelait Jean-Marcel Groult, heu, qui était phénoménal. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas d'écran géant. On avait simplement quelqu'un, éventuellement l'entraîneur qui était, en bas, sur les roues pour s'il y avait crevaison dans le cadre, qui me disait, mais lui, il avait une faculté de savoir quelle était l'équipe qui avait 3 points d'avance sur nous. Des fois, en poussant, il disait: «Non, n'y va pas, il est pas dangereux». Je me disais: «Putain, comment il fait?» Et il arrivait à comprendre tout, moi, pas mal, mais lui, il m'épatait et ça, c'était à l'époque où, oui, on était obligé de comprendre, d'être lucide parce qu'il fallait être, bon, lucide et puis, intervenant au bon moment, quoi, pas être à contre. Alors que maintenant, il y a quand même beaucoup plus ils ont pas d'oreillettes, hein, Mmh. mais ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est un des problèmes, il faudrait peut-être un peu simplifier, peut-être mettre moins d'épreuves. Mais nous, à l'époque,
dans les championnats, il n'y avait pas d'élimination, il n'y avait pas il y avait pas de scratch, il y avait une course au point, il n'y avait pas d'omnium, il n'y avait pas d'américaine, dans les championnats, hein, je parle. Et c'est qu'après est venu s'empiler des épreuves, des épreuves, des épreuves. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas les 6 jours qui ont créé toutes ces épreuves Euh, pour diversifier, ouais, il y a eu des programmes de fait, des programmes de. Oui, il y a même il y a même des épreuves qu'on ne voit pas dans les épreuves, disons, officielles. Par exemple, il y a une course qu'on appelle Longest Steps où les coureurs partent de la ligne opposée. Euh, donc, il faut qu'ils aillent ligne opposée, donc ils ont tout le virage à faire pour arriver sur la ligne d'arrivée et ils n'ont pas le droit de passer cette ligne. C'est-à-dire que là, c'est séance de surplace, il faut savoir faire du surplace et le commissaire donne le départ quand il a envie et c'est sur 2 tours. C'est-à-dire que si tu as passé la ligne, tu es éliminé avant le coup de feu et il faut que tu attendes et les coups de pétard, il faut que tu sois plus près de la ligne parce que tu as moins de bien sûr, tu as qu'un 2 tours à faire. Donc c'est assez spectaculaire pour le spectateur. Mais tu peux pas faire ça pour un championnat. C'est un individuel ça ou ça se court à 2? Non, non, c'est tout un c'est, peloton. C'est une course comme, il y a 24 personnes, par exemple, 24 personnes qui partent ligne opposée accrochées à la OK. balustrade. Coup de départ, ils sont obligés de descendre sur la zone où ils peuvent le plus longtemps possible dans le virage précédant, la ligne où ils vont partir et bien sûr, quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, enfin sur la ligne, où il va y avoir l'arrivée, il y a un commissaire qui les fait monter dans cette ligne droite qui est quand même la ligne droite, elle est quand même un peu pentue et là, ils sont obligés de faire du surplace ou attendre le plus possible, mais il y en a qui mettent pied à terre, il y en a qui peuvent pas, qui arrivent sur la ligne et puis le départ est pas encore donné, donc ils sont éliminés. Mais c'est agréable, c'est assez marrant à voir. Alors bien sûr, il y a des fous du sur place ils peuvent rester très longtemps, même des anciens enfin, moi je sais que j'aime ça donc mais c'est marrant. On le fait d'ailleurs avec les abonnés, on leur apprend un peu à mais le sur place a toujours été quelque chose qui est très spectaculaire. Voilà. Oui, il y avait le tandem aussi à une époque, sur la Oui, piste. même, il y a eu les championnats du monde de tandem, ouais, il y avait ça, qui était, ouais et derrière moto aussi, il y a les courses derrière moto. Maintenant les championnats sont séparés des épreuves officielles. Il y a un championnat de France et un championnat d'Europe de mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est encore, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, mais c'est complètement perdu, en France. Il y avait qu'une personne avec Marc Pacheco à Lyon. Tiens, voilà encore un vélodrome à Lyon qui est sous-employé maintenant, alors qu'avant il y avait ce qu'on appelait le vélodrome de la Tête d'Or. Puis il y a eu le décès de Michel Meunier qui était vraiment une partie, c'était l'homme de la situation et il est décédé malheureusement. Et, heu et maintenant le Vélodrome, ouais, c'est encore un, vous voyez Lyon. Lyon qui était un et en plus au niveau de la France, une partie, tu allais à Lyon, tu allais à Bordeaux, tu allais à Marseille, tu allais à Paris, tu allais à Roubaix, non, non, mais ouais, ouais, non, il y a beaucoup de vélodromes, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup encore de vélodromes qui sont abandonnés. D'ailleurs, il y a quelqu'un Ouais, qui avait fait un recensement avec les photos à l'appui et c'est triste. C'est triste de voir comment sont devenus les vélodromes. Ouais. surtout sur les pistes, ciment par exemple, des choses comme ça, c'était souvent ça en extérieur donc voilà, ça vieillit pas très, très bien non plus. Il pousse, hein, vous allez au Havre, c'est catastrophe enfin, c'est une forêt vierge, alors on voit un virage encore, on voit des lignes. Ouais, Le Havre quand même, Cahors a été champion du monde, c'était un et Saliou, il y avait c'était une école de piste qui était très importante au Havre. Ouais, ouais. Normandie, oui. Ouais. Et si on revient, aux femmes sur la piste, toi qui vois passer, beaucoup de monde,
sur la piste de Saint-Quentin. Est-ce que tu as déjà repéré quand même des futures pépites, peut-être dans le cyclisme féminin sur piste? Est-ce que tu as des jeunes femmes qui t'ont tapé dans l'œil? Ah, un peu oui, mais non, 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 mais moi, non, pépite en pépite, là, rappelez-vous de ce nom, c'est Matteo Mao. Il est champion de France cadet. Enfin, oui, il a l'âge des cadets, il est U15. Mais vous allez voir, ouais, celui-là, il faut vraiment le garder parce que il faut le préserver et puis faire progresser. Chez les filles, il y a eu un moment, il y a ouais, une ou deux, mais non, il y a un manque de réservoir. Alors, il y en a des plus jeunes, mais ils sont encore trop jeunes. Mais là, pour aider éventuellement Marie-Divine qu'on voit beaucoup moins maintenant et Mathilde, non, il y a personne. Il y a personne en ce moment. Il y a C'est vrai qu'il y a Julie Michaud qui a pris sa retraite, sportive il y a quelques jours. oui, qui était encore dans le staff, enfin dans le staff, dans l'école France, mais non, non, elle y est plus, elle a arrêté. Ils arrêtent de plus en plus jeunes. Bah oui, ils courent. Il faut qu'ils prennent leur destin de femmes, d'hommes aussi, parce que les hommes, c'est pareil, il y en a beaucoup qui arrêtent jeunes parce qu'ils ont l'échéance, on leur promet à juste raison, l'échéance olympique, mais il faut qu'ils vivent. Alors les sponsorings, comme tu disais, sur la piste sont beaucoup moins. Tu pas dans une équipe. Là, il faut dire, il y a une équipe qui va se faire là, il y a Chronosport qui est un enfin un fabricant de pièces vélo et qui équipe d'ailleurs l'équipe de France et qui monte une équipe professionnelle, piste avec des jeunes et pencher les juniors. Donc ça va donner peut-être un élan, pour que d'autres, se mettent aussi à créer, ce genre d'équipe qui va pouvoir, animer, puis, ça va peut-être créer des courses. Ils tentent ils ont déjà l'idée d'aller souvent à Gand, parce qu'à Gand, il y a des épreuves qui sont pas forcément, niveau, championnat du monde, mais c'est des épreuves, internationales quand même et je pense qu'il faut y aller, il faut aller se confronter. Mais, je pense, en ce moment, je vois pas beaucoup d'organisations de grands prix, c'est un peu arrêté. C'est sûr qu'il va y avoir des championnats, les championnats de France ont toujours lieu, heu, les championnats déjà de comité sont de moins en moins les championnats de France ont eu du mal à avoir lieu l'année dernière. Hem, il faudrait des, des coupes, comme disait, des coupes de France, beaucoup de confrontations et puis un calendrier. Il faut qu'il y ait un calendrier. Faut que le coureur sache en début d'année, en début de saison, heu, objectif. Et avoir un objectif championnat tout de suite, championnat du monde ou championnat d'Europe, faut pas se louper, hein. Pas évident. Et puis il faut prendre de l'assurance, faut prendre de l'assurance en soi, et puis il y a la vie, hein, tu prends un an, tu as tes études, l'avenir aussi au niveau boulot, au niveau, et les femmes, c'est niveau famille, niveau, créer quelque chose, Marie-Divine, elle est en école de journalisme. Ouais, donc elle aura sûrement moins de temps mais important, de pas facile. Le haut niveau n'est pas facile. Mmh. Fly, une autre question de ton côté? Ouais, donc tout à l'heure, tu disais ouais, que c'était bien d'alterner à faire de la piste et de la route. Mais est-ce que c'est plus simple de passer de la piste à la route ou de la route à la piste? La route, si tu as fait que de la route et passer à la piste, pour arriver à haut niveau, ouais, il y a du boulot, niveau, non pas force, non pas disons, classe, non pas au niveau, mais c'est au niveau technique. Il y a beaucoup de choses, il y a un coup de pédale,
il y a des automatismes, mais quand tu es un super, tu as de la classe, tu te débrouilles. Et je pense que sauf un sprinter, mais un endurant montre que, il passe de la piste à la route facile. Mmh. Connaissant Fly, c'est possible qu'il ait posé la question juste pour parler de Lorena Wiebes. Ouais, la championne du monde. Mmh. Ah, vas-y, parle. Bah, non, en plus, elle fait du gravel aussi, donc elle fait un peu de tout. Mmh. Ah ouais. Ah oui, mais bah, de plus en plus aussi, on voit des gens venant, les Hollandais viennent beaucoup du BMX aussi. Les démarreurs, en plus, ils peuvent, démarrer les 3 à un moment, l'année dernière, je crois que c'est les 4 les 4 pièces par équipe venaient tous du BMX. C'est-à-dire qu'ils pouvaient intervertir, le démarreur, le deuxième, le troisième. Ils faisaient à peu près les mêmes temps au démarrage. Ça aussi, c'est une spécialité, hein, démarrer très fort. Nous, on a pas beaucoup de temps, hein, sur, le 1er tour, c'est très important. On a Grimbo qui est très bon, on a Timmy, qui était pas au championnat du monde cette année, mais qui démarre très fort. Et après ça se joue dans le 2e s'il est un peu loin ou s'il vient, puis le 3e tour, c'est important aussi. Mais non, on est 4e cette année. Je trouve que c'est là où il y a le moins d'écart, on a le moins d'écart avec les autres nations. Poursuite olympique, il va falloir travailler. Ouais, ça c'est mais en vitesse tellement élevée. Ils sont c'est jeune, moi, champion du monde, mais la Bresaine, mais et chez les filles, ils sont encore jeunes, les Anglais sont jeunes, puis il y a un réservoir. On sent que ça pousse derrière, ça pousse. Chaque année, il y a une nouvelle on voit des nouvelles têtes. D'autres qu'on peut pas c'est les hommes, mais en sprint, ils sont pas vieux, hein, mais c'est vrai que ça pousse pas trop derrière. C'est vrai qu'on retrouve, plus facilement, des gens de la route qui viennent aussi sur la piste endurance ou inversement, des gens de la piste endurance qui croisent avec la route. Mais c'est Sur le sprint, effectivement, c'est un sport à part. Oui, c'est vraiment une spécialité. Non, mais par exemple, c'est vrai que Benjamin Thomas, il a quand même fait toutes les courses en Italie, en fin de saison. Avant, il aurait fait les championnats du monde. Coquard aurait fait les championnats du monde, comme faisait aussi un moment Chavanel. Mais maintenant, c'est pas évident de. Il y avait pas un seul coureur qui a fait les Jeux Olympiques l'année dernière, dans la poursuite olympique. Pas un seul. Donc c'est sûr que d'en trouver 4 coursiers du niveau, Thomas, il s'appelait Denis, non, c'est pas évident, hein, c'était pas évident. Donc là, il faut refaire, mais il y a des qualités, hein, bah, d'ailleurs, c'est troisième en course au point, le môme qui a 18 ans là, il y a Clément Petit, bon, Élan de la Ronde là, qui est Mmh. 6e de l'élimination, il a 18 ans, hein, et il est bien sur la route puisqu'il court beaucoup, dans le Pays basque. Mmh. Bah, il va passer pro, en 2026, il me semble. Mais c'est une belle non, non, mais ils sont tous bons, hein. Mmh. Simplement, on les met à haut niveau, il y a pas eu de transition, quoi. C'est tout de suite clac, clac, Mmh. et maintenant, quoi. Tu dois remplacer Benjamin Thomas ou Bourdin ou non, non, c'est pas évident. Mmh. Thomas ou ouais, c'est pas facile. Et vous, une question de ton côté? Non, bah, là, c'est On fait le tour? On a fait le mmh. tour? Fly, est-ce qu'on a fait le tour de tes questions aussi? Ou tu en as d'autres? Oui, non, on a fait le tour aussi. Ah, tu avais une question, mais tu as pas voulu la dire. On connaît déjà la réponse, je pense, le vélodrome préféré de Jean-François. Moi, j'ai débuté à Gand à 15 ans, donc c'était Gand. 160 m. C'est quand j'y retourne encore, je me dis: On dirait un vélodrome pour enfants. La Côte d'Azur est est toute petite, il y a pas de ligne droite, on est toujours, anecdote, quand j'ai fait ma première course là-bas, j'étais cadet,
Les cadets, attendez, c'est mon chien qui heu, la cloche, c'est tous les 4 tours. Donc en fait, ça va vite et j'avais l'impression d'un sprint tous les tours. La cloche, c'était tous les 4 tours. J'étais dans mon truc, j'entendais dring, dring. Je me disais: «Mais c'est pas possible» et non, on faisait 4 tours, mais 4 tours de 166 mètres, c'est à l'allure, bon, à l'allure cadet, mais ça roulait vite quand même et ça m'avait épaté. Je disais: «C'est pas possible, la cloche, elle est tous les tours, c'est pas possible» mais non, elle était pas à tous les tours. Ah non, mais c'est un vélodrome qui sinon Montréal, mais Montréal n'existe plus, c'est maintenant un grand vivarium, enfin, où il y a beaucoup de plantes, exotiques et c et il y a encore le dôme. Le dôme, quand on rentre, on dit: «Tiens, ça ressemble à un vélodrome», puis tu rentres dedans, c'est que des grands arbres, des séquoias, heu, vivarium, quoi donc c'est vrai, ça fait drôle. Mais cette piste, ouais, c'était une belle époque. Milan, j'ai bien aimé, je sais pas s'il existe. En plus, c'était à San Siro, c'est à côté du stade San Siro, donc on avait un maillot noir et rouge pardon, de Milan AC, avec un numéro derrière, pour moi qui était quand même j'adorais le foot, enfin j'adore toujours, mais un certain foot et ouais, ouais, Milan, c'était bien aussi. Anvers, Anvers qui était Anvers, l'anecdote à Anvers, c'est, le sortie du virage, là-bas, c'était une piste en bois pourtant et les gens dans les tribunes fumaient des cigares fumaient des cigares et donc on voyait pas le virage suivant, tellement il y avait de fumée. Donc on rentrait dans le virage, bon ça s'est éparpillé un petit peu, mais il y a des moments, il y avait tellement de gens qui fumaient, gros ponte, bah et au et belges qui venaient, des marchands de bijoux d'ailleurs, de diamants et donc il y a impressionnant et je me rappelle, chaque fin de chasse le soir, on avait l'impression d'avoir couru sous la pluie, on avait des soquettes noires. Enfin soquettes, c'est-à-dire que la trace avec le massage et tout, mais quand même les soquettes étaient un peu noires avec la fumée. Donc vous voyez les poumons, heureusement que j'allais faire un stage à Autran après. Bon, c'est tout optimum, c'est sûr, pour l'aérobie et l'anaérobie derrière. Et puis Berlin, la fête de la bière. Les 6 jours pendant la fête de la bière, vous voyez les femmes qui sont aussi, imprégnées d'alcool que les hommes, c'est assez dans les tri c'est assez impressionnant. Ouais, ouais. OK, OK. Bah, écoute, juste pour, avant de conclure, moi, c'est un sujet qu'on avait prévu d'évoquer, ce soir dans notre, podcast, mais on va en parler aussi un tout petit peu avec toi. On a appris, malheureusement, fin de semaine dernière, le décès tragique de Cindy Morgan, qui était championne de France, hein, sur la piste. Ouais, C'est quelqu'un que tu as croisé, j'imagine? sur ma compagne, Cynthia qui est ambassadrice, FFC comme Cindy et c'est vrai qu'on avait, pas mal d'échanges, elle venait au Vélodrome, elle était surtout sur Roubaix et ah ouais, c'est de la façon quoi, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Effectivement, donc on va lui dédier l'épisode de ce soir, évidemment, puisqu'en plus on a parlé de piste, donc c'est Ouais, ouais, malheureusement approprié, mais on a une pensée pour elle, évidemment, et pour ses enfants, hein. Je crois qu'elle a 2 enfants. merci d'ailleurs parce que ouais, merci pour elle. Ouais, Mmh. merci, merci les gars. Et j'allais dire, quitte à parler de cyclistes sur piste qui sont décédés récemment, on peut aussi penser à Charles Coste qui est Oui, le champion olympique en 1948 qui est lui aussi décédé il y a quelques jours. ramené, j'ai ramené à sa voiture le jour où il est venu au Vélodrome pendant les Jeux et on a discuté, pour moi c'était, en plus j'avais sa photo, il était courtier quoi, super mec, ouais, un style de ouais, il aurait pu faire du cinéma et il me parlait,
Ouais, ouais, c'était, ouais. Moi, je ne le connaissais pas avant. J'avais entendu bien sûr parler parce que Bâle, il y avait Horner, qui courait avec lui, heu et Coste pour ouais, c'était quelqu'un qui est encore là donc et c'est m qui ce soir, j'ai entendu que, le cyclisme, disons, peut devenir vieux, conserve bien puisque le dernier champion olympique encore en vie, est cycliste, c'est Vermelin, qui était, heu, qui était maire de Nogent, qui m'avait donné qui m'avait, oui, heu, donné le bouquet en cadet. J'avais gagné en cadet et pour moi, c'était, impressionnant que ce coureur, était plus de mon époque enfin, tout petit, j'ai connu, il était équipier d'Anquetil, Stablinski et il avait eu le maillot jaune pendant le Tour et c'est le plus vieux cycliste, enfin le plus vieux, médaillé olympique en vie maintenant après Coste. Voilà, donc on lui souhaite longue vie. Bien sûr et donc la conclusion, c'est, sur la route, dans les chemins, dans les sous-bois, ou sur la piste, faites du vélo. C'est toujours du bois, hein. Oui, oui, oui. Merci en tout cas, merci beaucoup Ouais, merci. Jean-François Guilbault d'être venu avec nous pour parler de la piste, ce soir. Ouais, On te souhaite une bonne continuation et on espère te croiser, à l'occasion d'un baptême, allez tous faire des baptêmes, à Saint-Quentin-en-Yvelines ou ailleurs. ouais, ça fait un peu religieux, mais l'initiation, c'est bien aussi, voilà, il y a pas de problème. Mais Allez, c'est un beau on temps. regarde pour aller faire un baptême du Chouchoute Cycling Club tous les 3 ensemble. C'est pas facile parce qu'on est tous à un coin de France, mais il faudra qu'on arrive à s'organiser ça un jour. Ouais, puis je vous donne mes coordonnées, hors antenne, comme on dit. Mmh. Faudra peut-être qu'on se mette pas en costume par contre, parce que le poulet et le cactus, je suis pas convaincu sur la piste. Ah, le cactus, le problème, c'est qu'on peut crever, quoi. Le poulet, Mmh. encore, ça va, quoi. Allez, nous, on va continuer sur la suite de notre podcast de ce soir. Merci encore. Merci beaucoup, Jean-François Guiborel, d'avoir été avec nous. Et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on espère que vous avez apprécié cette participation exceptionnelle de Jean-François Guiborel dans le podcast. En tout cas, on a trouvé ça très bien et on a passé, mine de rien, plus une heure et quart ensemble. Donc voilà. Et c'est des gens comme ça qui peuvent certainement donner l'envie à des jeunes et à des moins jeunes d'aller vers la piste et de pratiquer la piste. On va pouvoir reprendre le cours normal de notre podcast et vous parler des courses qui ont eu lieu sur la semaine écoulée. Eh ben, on Des peut commencer avec finales. un peu de piste pour changer sinon. On peut commencer avec un peu de piste. Allez, Cactus, t'es à fond sur la piste. On avait les championnats de France de l'avenir. C'est ça, on a un peu parlé du vélodrome de Loudéac notamment, il y a il y a quelques instants. C'est là que se tenaient les championnats de France de l'avenir, donc U15, U17, U19 et sans surprise, on a eu pas mal de titres remportés par des coureurs bretonnes. Bon, je vais pas dire pour tout le monde, mais vous avez tous les résultats dans la story du Chouchoute Cycling Club, en ce moment et sur Blue Sky. Donc on a eu par exemple Zoé Bihan qui a remporté la course au point junior devant Jessica Roy et Lilou Jovin. On a Flavie Michaud qui s'est imposée sur la vitesse junior devant Léa Grondin et Clémence Mangin. On a Dorine Monnier qui remporte la poursuite individuelle U15, U17, donc minime cadette devant Azilis Sigalas et Romain Prioul. Encore Zoé Bihan sur la poursuite individuelle en junior devant Lilou Jovin et Jessica Roa. Dorine Monnier à nouveau sur la vitesse minime cadette devant Hermine Gilles et Perrine Fabre. Azilis Sigalas sur la course au point minime cadette devant Iléna Simon et Roman Prioul. Il y a beaucoup de fois les mêmes noms, c'est pas fini. Donc, sur la vitesse par équipe, on a une épreuve commune aux 3 catégories, donc minime, cadette et junior, qu'avec une victoire pour La Réunion 1, donc Lola Luna Galan, Léa Grondin et Tessie Payette, devant la Bretagne, Iléna Simon, Léna Boulot, Jessica Roy, Anaïs Fim, et la Nouvelle-Aquitaine, Maëlys Douget, Charline Barré et Lilou Jovin.
Donc, sur le Keirin Junior, on a eu une victoire pour Flavie Michaud devant Léa Grondin et Laura Erin Bivouac. Sur l'élimination junior, c'est Zoé Billon qui s'est à nouveau imposée devant Lilou Jovin et Jessica Roua. Sur le 500 mètres minime cadette, c'est Hermine Gilles qui a pris le titre devant Dorine Monnier et Lola Galin. Sur l'omnium en minime cadette, eh ben, nouveau titre pour Dorine Monnier devant Iléna Simon et Perrine Fabre. Et donc, toujours en omnium, mais chez les juniors, eh ben, c'est un triplé breton avec le titre pour Jessica Roua devant Zoé Billan et Eva Philippe. Dorine Monnier s'impose aussi sur le scratch en minime cadette devant Erin Frossard-Gillet et Iléna Simon. Chez les juniors, on a Flavie Michaud qui va s'imposer sur le kilomètre avec un record de France en prime devant Lilou Jovin et Louise Chavitz. Et on a fini la compétition avec les Américaines. Donc chez les juniors, les deux sélections bretonnes prennent les deux premières places avec Zoé Billan et Eva Philippe en or et Flavie Michaud et Jessica Roy en argent. Et le bronze pour Lana Cuffy et Margot Colline pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et chez les minimes cadettes, et ben, là aussi, doublé breton, Pauline Jaffré et Iléna Simon devant Léna Boulot et Anaïs Flick. Et médaille de bronze pour la Normandie, Hermine Gilles et Romane Prioul. On notera que la semaine de l'annonce de la retraite de Julie Michaud, on a Flavie Michaud qui a récolté plein de médailles pour faire briller le nom Michaud sur la piste. On va te laisser reprendre un petit peu d'air, Cactus, et on va retourner voir Fly pour le cyclocross. Et on avait deux épreuves d'X2O ce week-end, une samedi au Koppenberg et une dimanche à Lokeren. Fly. Exactement. Et bon, il va y avoir une grosse surprise, que ça va être pareil, ça va être la même qui va gagner. Sur le Koppenberg Cross, on a eu donc la victoire pour Lucinda Brandt qui s'est imposée devant Célia Géry et une troisième place pour Sarah Casasola. Donc j'ai envie de dire super résultat pour Célia qui vient chercher un petit podium. Il me semble qu'elle n'a pas récupéré le canard parce que c'était seulement pour la gagnante, donc Lucinda Brandt qui va repartir avec son gros canard. Mais voilà, donc quand même un super résultat pour Célia. On a aussi une quatrième place pour Hélène Clausel. D'ailleurs, ça fait un peu tous les pairs, puisqu'on a Amandine Muller à la sixième place et Amandine Fouquenet à la huitième. Donc malheureusement, après, c'est une Néerlandaise qui va prendre la dixième, et puis bon, après, il n'y a pas non plus énormément de Françaises au départ. À noter que Femme Van Empel n'a pas terminé la course. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est tombée ou quoi, mais j'ai vu qu'elle n'avait pas fini. Non, elle a abandonné en premier tour, elle était malade, elle revenait de maladie et elle a abandonné dès le premier passage au poste. D'accord, ouais, Et donc elle c'est n'est pas. pas il départ le lendemain. Ouais, c'est ça, mais donc du coup, c'est pas qu'elle s'est fait une grosse blessure. Mais voilà, donc victoire pour Lucinda Brandt samedi et ben, dimanche, comme j'ai un peu spoilé, et victoire de Lucinda Brandt aussi sur le Rapen Cross de Lokeren. Au Noble, là aussi, une championne nationale, enfin, pas là aussi, mais on a une championne nationale avec la deuxième place pour Marion Norbert-Ribérol, la Belge, et Sarah Casasola qui vient conforter ses troisième places. C'est Lucinda Brandt qui continue sa série de podiums à chaque course. Série entamée déjà l'an dernier, voire même peut-être l'année d'avant, je ne sais plus à force. Mais alors cette année, elle a juste une deuxième place et quatre premières places. Et Voilà. l'an L'an dernier, dernier, elle n'avait que des podiums aussi. exactement, ouais, l'an dernier c'était que des podiums. Et donc son dernier mauvais résultat, c'était en Espagne sur la Coupe du Monde de Benidorm, le 21 janvier 2024. Hors podium. Elle était combien? Quatrième. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Ouais, sachant que Ok, ok. la fois d'avant c'est un DNF, elle a un DNF aussi en janvier 2024 sur la Coupe du Monde de zone. Problème mécanique aussi, mais c'est quand même un bel enchaînement de podiums. Cactus, tu n'étais pas à Langres, mais il y avait quand même le cyclocross malgré ton absence. C'est ça. Bah, heureusement qu'il comptait pas sur moi. Donc, première édition UCI du cyclocross des Remparts de Langres qui a été remportée par Lynn Burquier devant Amandine Vidon qui s'était imposée l'an dernier, mais c'était encore pas UCI, et Marlène Petit-Gérard qui est aussi une habituée du circuit.
ok. On va vite filer ensuite sur les previews. On a parlé de tout ce dont on voulait parler sur le revue, monsieur. il me semble. A Ouais. priori. Donc, côté preview, mais pour rester dans le cyclocross, on va avoir les championnats d'Europe qui vont se dérouler le week-end prochain, du côté de Middelkerk et de sa jolie plage. Donc, on va être dans le sable. Quand il va y en avoir du sable. On devrait retrouver sur ces championnats d'Europe les coureurs dont on vient de vous parler, hein, Lucinda Brand qui sera probablement une des favorites. On devrait avoir Fem Van Empel si elle est rétablie et effectivement Sarah Casas qui conditionne elle aussi les podiums depuis le début de la saison. Normalement, on a Marion Norbert-Riberol qui est aussi plutôt en forme. Et côté française, on devrait voir Hélène Clausel et Amandine Fauconnet, entre autres, au départ de ces championnats d'Europe. On attendait évidemment Céline Alvarado, qui est pour l'instant blessée et qui ne sera probablement pas au départ. Même chose pour Anne-Marie Worst, qui est elle aussi convalescente. Donc voilà, les principaux coureurs qu'on peut avoir au départ. Et donc ça, c'est Samedi. le 8. Donc, le 8, c'est samedi. C'est samedi, ouais, donc pour un peu plus de détails, donc on a samedi, on va avoir les deux courses, on va avoir deux courses féminines, donc la course junior en fin de matinée et la course élite en fin d'après-midi. Et dimanche, ça sera inversé, donc on aura la course U23 féminine en milieu de journée. Voilà, avec les hommes qui font l'inverse. Les autres qui concurreront les élites. Côté U23, il n'y aura que Céline au départ. Et à Lorraine Molenhoff aussi. Hein. Non, non. Ouais. Excuse-moi de devoir te lâcher mes chouchoutes. Il y a Puki aussi, Puki Langenbach qui sera là chez les U23. Ouais. Puki Langenbach qui faisait partie de mon équipe pour Cycling Fantasy virtuel mis en place par l'équipe de l'e-Bulls. Je profite pour les saluer s'il y en a quelques-uns qui sont passés, parce que je les avais invités à nous suivre ce soir. On a aussi des championnats panaméricains Cactus, mais les championnats panaméricains, il y en a tous les mois, c'est pas possible. Bah, Mais ceux-là, c'est que de cyclocross, c'est peut-être pour ça. c'est ça. Mais bon, enfin, championnat panaméricain qui regroupe a priori surtout sinon essentiellement, des athlètes des États-Unis et du Canada. Bon, certes, c'est aussi parce que l'Amérique c'est grand. Donc là, cette année, ce sera à Washington DC. Mais on peut penser que les conditions politiques, on va dire, ne soient pas forcément très favorables. Donc, on aura toutes les courses samedi, donc samedi soir en France, le samedi dans la journée pour l'heure locale, avec les juniors à 17h50 heure française, puis les espoirs à 18h50 et les élites à 20h50. Donc, les tenantes du titre sont chez les élites Sydney McGill, chez les espoirs Lauren Zerner qui sera dans la course élite et une certaine Alissa Sarkisov que McFly doit connaître, qui était donc tenante du titre junior et qui sera chez les espoirs, aux côtés notamment de sa sœur, Catherine, qui est annoncée, et d'une certaine Raphaël Carrier, côté canadien, entre autres. Oui, alors, Donc là, il va avoir du mal à choisir. ouais, bah déjà, surtout là, t'as dit les trois trois tenantes du titre, je les connais quand même les trois, donc déjà, entre elles, ça va être compliqué, puis non, mais après, forcément des chouchoutes de partout. Hein. Bien. Et encore, McFly va avoir du mal à choisir. Et pour l'instant, les sœurs Holmgren ne sont pas annoncées. Je rappelle que Isabella a gagné en 2023 chez les élites, il me semble. J'aurais dit 2024, C'est non? ça. Maintenant, c'est McGill, la tenante du Oui, titre. pardon, oui. Oh, oui, non, oui, du coup, c'est l'année d'avant. Ouais, mais parce que je pensais que c'était. Isabella Holmgren,
deuxième en 2024 et vainqueur en 2023. Ouais. Et Ava Holmgren, vainqueur en junior en 2021 et 2022. Et elle était en U23 aussi, non? En U23, non, j'ai pas. Ok. Ok, maintenant, ça passe actuellement du cyclocross. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions dont vous souhaitiez parler qui sont à venir? Je l'ai pas noté, mais c'est possible qu'on ait des trucs qu'on ait oubliés et dont on vous parlera la semaine prochaine. Allez, on verra ça semaine prochaine. Tu peux te lancer, Cactus, tu prends une grande respiration et tu peux nous parler mercato. Je te laisse le choix de l'ordre. Eh ben, on va commencer par Laboral Kucha, hein, de manière extrêmement surprenante, puisqu'on a eu deux prolongations annoncées. Celle de Catalina Soto Campos, la championne du Chili, donc sur route et du chrono, qui a prolongé pour 2 ans, jusqu'en 2027. Et l'autre prolongation, pardon, c'est celle de Cristina Tonetti, qui a prolongé pour une saison supplémentaire et qui s'est imposée cette année sur une des courses en Belgique. Il me semble que c'est le Grand Prix Van Reinders, mais je suis pas tout à fait sûr. On a plein d'autres éléments sur les transferts. Allez, moi, je vais te lancer sur Nina Weissman. C'est ça, Nina Boisman, qui a passé les 2 dernières années chef FDJ Suez, en remportant notamment une victoire sur une petite course qu'on appelle le Tour de l'Ardèche. Donc, eh ben, Nina Pas connu Boisman, ça. elle va retourner chez Human Power Health en 2026. Donc, elle était déjà dans l'équipe américaine avant de rejoindre la FDJ, justement. Et à noter que Human Power Health a annoncé une autre recrue cette semaine qui a signé, elle, pour 2 saisons. C'est la junior néerlandaise de la NextG, Jente Kops. Kops, je sais pas comment on dit. Kops, je pense. Kops. Plutôt Cops, ouais. Voilà. Donc, il y a une signature pour 53 et une pour Fly. Chacune aussi. Ensuite, bon, je te laisse choisir. Toujours. Ben, on va prendre une autre prolongation qui est celle de Soraya Paladin pour 2 ans chez Canyon. Donc, équipière reconnue. Ok, un départ, forcément comme tout le monde, de Ceratizit. Ouais, forcément, c'est la signature de l'Allemande Lana Eberle qui va redescendre en amateur avec le KDM Pack. En parlant de départ, on a 2 autres départs annoncés sans destination connue, on va dire. On a Marie-Morgane Ledenf qui va faire une pause dans sa carrière professionnelle, donc qui ne sera pas chez WinSpace l'année prochaine. Et on a également Ilaria Sanguinetti qui ne sera plus chez Lidl Trek en 2026. Un transfert qui t'a certainement fait plaisir, c'est celui d'Alison Ah bah, généralement, il y a beaucoup de transferts qui me font plaisir, hein. Mais effectivement, Alison Avoine qui va quitter Saint-Michel après 4 saisons. pour aller chez IF. Ah, non, ça c'était l'année dernière, mais ça s'est pas fait. Ah, Donc, Alison Avoine qui a signé chez Ma Petite Entreprise. Donc, parce que visiblement, il y avait une règle dans les statuts de l'équipe Saint-Michel qui disent qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir 2 Alison en même temps. C'est un petit peu comme la un, FDJ. un départ de la Cofidis qui attriste forcément McFly, mais de toute façon, elle va retrouver une équipe et il pourra continuer à la supporter. C'est ça, c'est un départ, mais vers une équipe, donc ça va. C'est Kirsty Van Haften qui était chez Cofidis depuis l'an dernier, qui va rejoindre la Smurfit Westrock, notamment une certaine Elisa Winter en 2026. Et on n'a pas parlé de DD Group qui récupère plein de monde. Ouais, mais j'ai pas noté ça. Ah, t'as pas noté ça. Vas-y, tu fais ce que tu as noté. Non, bah, moi, là, j'ai tout ce que j'ai noté, mais effectivement, il y a d'autres annonces, notamment le retour de Britt Knaven, il me semble, Ouais, il y a chez Brick DD. C'est ça? Naven qui revient. Elle avait fait 1 ou 2 ans d'arrêt un peu du cyclisme où elle avait perdu un petit peu la passion, notamment suite à une grosse blessure. Elle va revenir chez DD Group. On a aussi des prolongations avec Cleo Kickens ou Ilse Grit notamment. Et j'ai pas tous les noms non plus. C'est bon. Et puis, on avait aussi une arrivée à la Das Hutchinson avec Alice McWilliam, lance de S.
On a fait le tour de tous les transferts recensés sur la semaine écoulée. Mmh. C'est quand même plus rapide quand il y a qu'une seule semaine. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, bah écoutez, si on a fait le tour, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, messieurs? Là, c'est bon. Non. Quand verra-t-on McFly sur un cyclocross cette année? Quand est-ce qu'on verra Puki? C'est la première question. Alors, donc cherchez Puki et vous trouverez peut-être Fly. Voilà. Mais mais faut mais j'allais dire, il y a une Puki qui a déjà commencé, dont on a parlé et qui n'a pas été suffisante. Donc faites attention. Donc oui, tu veux pas donner des informations pour tes fans, Fly? Parce que j'en sais rien, en fait, c'est surtout ça. Mmh. Oui, il planifie pas à plus de la fin de la journée, donc c'est Mmh. compliqué de se Mm. projeter à 2 ou 3 semaines. On va dire que ce week-end, j'en fais pas. Le week-end prochain, j'en fais pas, normalement, sauf s'il y en a un sur le chemin. Si je rentre le week-end prochain, et après, peut-être. Peut-être dans 3 week-ends. Surveillez bien le calendrier des cyclocross. Mmh. Voilà. Allez, ben on va conclure là-dessus alors. On remercie à nouveau Jean-François Guiborel du temps qu'il nous a accordé. C'était passionnant, on n'en entendait pas moins d'un passionné. Et puis on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Ouais. Salut tout le monde! À la semaine prochaine.